Donc, vous me dites bon? C'est bon? Parfait. Donc, on va débuter. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes présentes et aux personnes distantes. On va vous présenter un REX d'une transformation une transformation SAFE qu'on a fait au Canada pour un client, on pourrait dire, manufacturier qui fait du papier, de la récupération du carton. Le nom de l'entreprise, c'est Cascade. C'est une grande entreprise nord-américaine. Ils ont une centaine d'usines dans le monde, principalement en Amérique du Nord et quelques-unes en Europe, okay? Des usines de pâte et papier. Donc, on a fait la transformation du groupe IT et business, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché aux usines, au sens usine. C'est l'informatique IT qui livrait les services SAP, les nouvelles composantes SAP dans les centaines d'usines. Le titre de la conférence, c'est « Transformation SAFE à distance, de l'importance de la conduite du changement ». On va mettre beaucoup d'emphase sur la démarche de conduite du changement. Merci à Gilles Enseigne, merci aux sponsors. On continue. Donc, je me présente, Étienne Laverdière, je suis fondateur de Digital Tango. On est basé à Paris depuis 2016 et on a débuté à Montréal en 2012 et on se spécialise exclusivement dans les transformations SAFE à grande échelle. Émilie? Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Émilie Gué, je suis basée à Montréal. Moi, j'ai une formation, un master en conduite du changement ainsi qu'un baccalauréat en communication. Et ça fait 18 ans que je travaille en TI dans différentes transformations à travers des petites, grandes, moyennes organisations, autant dans le secteur bancaire, manufacturier ou même dans l'aérospatial. Alors, voilà, pour moi. Merci, Émilie. Tu avais mieux préparé ton CV que moi. Donc, on va parler de SAFE. Évidemment. Et on va parler de cette petite case, l'Implementation Roadmap, qui est la feuille de route qui est recommandée pour conduire une transformation. On va utiliser un jeu interactif, ça s'appelle le Bear Leaf, dont vous êtes le héros, et on va vous inviter, pour tester ce petit jeu, de simplement vous connectez sur ce petit QR code et vous devriez tomber sur cette page. OK? Donc, je vous laisse, prenez le temps de vous connecter. Vous prenez une photo, ça va ouvrir directement une page sur petite page. Et la première question qui va vous être demandée, c'est pour quelle entreprise travaillez-vous, tout simplement. OK? Et on va regarder assez vite le résultat. Je vous donne quelques secondes. Vous pouvez aussi vous connecter sur menti.com et ça ne marche pas? Juste. Donc, ici... Menti.com et vous entrez le code 19147346. Est-ce que c'est bon, Mentimeter? Je vais le recommencer, oui. My presentation. Oui, c'était bon, il fallait juste le mettre à l'écran. D'accord, OK. Juste un petit moment. Ouais. Petit problème technique. On va le débuter, présenter, et voilà. Il faut le mettre. Et là, ça devrait être bon. D'accord. Là, ça devrait être bon. Donc, c'est le 1914-7346, le code, OK, sur mentimeter.com. Et vous accédez, voting close. Ah oui. Non. On a un petit problème technique. Bon, donc, on ne va pas s'en servir finalement, OK? Je pense qu'il y a un test de fin qu'on a eu un peu de difficulté. Bon, OK, on va continuer, c'est pas aucun souci. C'est un petit jeu pour vous poser des questions pendant la conférence. On va les poser ouvertement, OK? Donc, le thème de cette conférence, c'est vraiment de vous dire que transformer, c'est un processus.
c'est une pratique, c'est une technique, une approche. Ce n'est pas un événement qu'on subit. Okay? Une transformation, le changement, ce n'est pas un événement qu'on subit. C'est quelque chose qu'on doit préparer. C'est un process. Donc, on s'inspire du livre de John Kotter, qui est aussi on pourrait dire le père fondateur de cette, ou un des grands leaders de la conduite du changement. Il a écrit un livre qui a paru aussi en français. On connaît le titre en anglais, c'est Leading Change. Et dans Leading Change, il explique 8 facteurs de clés du succès et qui sont aussi couplés à 8 erreurs communes. Et on va passer à travers ces 8 facteurs de clés du succès pendant cette présentation. Donc, le premier facteur de clé du succès, c'est d'abord établir un sens de l'urgence, s'entendre sur l'urgence, ensemble, s'entendre sur les raisons pour lesquelles on veut se transformer. On vient de regarder une belle conférence d'Orange qui disait notamment qu'un des enjeux importants, c'était l'alignement de la direction sur les raisons de la transformation. Et cet alignement doit être réel, sincère, authentique. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer une coalition du changement. Une coalition forte de direction du changement qui va porter le changement. Et cette coalition du changement, on va le voir, ce n'est pas une coalition de coach agile, c'est une coalition de direction, d'exécutifs et de directeurs qui sont capables de changer leur organisation. Le troisième point, c'est développer la vision du changement. Dans quelle direction voulons-nous aller? Okay? Et habituellement, c'est relié à une bonne compréhension du sens de l'urgence. Et développer aussi une stratégie, une approche, une tactique pour faire ce changement. Quatrième point, c'est communiquer la vision et la stratégie. On parle aussi de surcommuniquer sur tous les canaux. Le cinquième point, c'est de rendre autonomes les collaborateurs par une action plus grande. Sixième point, générer des victoires rapidement. Septième point, consolider des gains et créer plus de changements. Et huitième point, finalement, ancrer ces nouveaux comportements dans la culture de l'entreprise. Rapidement, les 8 erreurs communes, le premier, c'est de dire on n'a pas de raison d'être de changement, on n'a pas d'urgence, on est complaisant, on n'a aucune raison de changer. On a des consultants, on a des budgets, faisons un investissement, essayons de changer, mais on n'a pas de raison. Bien, ça va s'arrêter assez rapidement. Le deuxième point, c'est on n'a pas de coalition directrice de changement. On a un petit groupe de coachs mais ils n'ont aucun pouvoir pour pouvoir changer. Le changement va aussi s'arrêter à ce niveau. Ne pas avoir de vision sur le changement. Et pire, ne pas communiquer la vision. 5, permettre à des obstacles de bloquer cette vision et de bloquer la transformation. Ne pas créer de victoire à court terme. Le 7e point est très important. Déclarer la victoire trop rapidement. Nous sommes agiles, nous pouvons maintenant demander au coach d'arrêter de nous aider. On est agile, on n'a pas besoin de continuer cette transformation. Et huitièmement, ne pas ancrer ces nouveaux comportements dans la culture. Laisser ça à l'extérieur du cœur organisationnel. Donc, le changement, bien sûr, dans Kotter, c'est assez linéaire. C'est présenté par étapes. Mais dans la réalité, c'est plutôt circulaire. On a une partie, évidemment, où on établit la vision, on met en place la stratégie. Et on a une partie à partir de l'autonomie, générer des victoires, consolider les gains. On est plutôt dans l'exécution. Mais ces deux parties s'alimentent. Okay? Même si on a des étapes essentielles à suivre, le changement n'est pas linéaire. Cette approche n'est pas linéaire. Donc, maintenant, on peut relire la feuille de route d'implémentation SAFE à la lumière de ces différents points. On voit que au début, lorsqu'on réfléchit pour aller vers SAFE et qu'on commence à faire les premières formations, un des premiers objectifs lorsqu'on fait ces premières formations Leading Safe, c'est de s'assurer que la direction commence à comprendre l'urgence de changer, qu'on cesse d'être complaisant, qu'on comprend qu'il y a un danger à ne pas changer. Par la suite, on crée une coalition directrice
au niveau du Centre d'excellence agile, Lean Agile Center of Excellence, le LACE, c'est la coalition du changement. Le but de la coalition du changement, c'est de créer une vision et une stratégie du changement et de surcommuniquer ce changement à l'ensemble de la direction, à l'ensemble de l'organisation. Très rapidement, lorsqu'on démarre un train, on forme l'ensemble des collaborateurs dans le but de les rendre autonomes, partie prenante. Et le premier PI planning peut être compris comme une première victoire qu'on célèbre rapidement. Et par la suite, lorsqu'on est dans la phase d'accélération ici, lorsqu'on étend au portefeuille, bien, on consolide ses gains et on ancre ces nouveaux comportements dans la culture de l'entreprise. Donc, la première étape qu'on a fait avec Cascade, c'était de s'entendre sur les urgences. OK? Tu me dis, Émilie, quand tu prends le... Oui. C'était toi, hein, ça, ici? Si tu veux. Oui, OK, vas-y. Alors, justement, au premier PI que nous avons assisté, on a pu se rendre compte que, justement, il y avait une mauvaise compréhension des différents concepts de SAFE. Donc, par exemple, on avait 71 épiques. Normalement, c'est environ de 10 à 15 qu'on présente. Et également, on peut voir qu'il y avait beaucoup d'interdépendance et souvent envers les mêmes équipes. Je continue? Oui. Alors, est-ce qu'on fait la question? Donc, la question, c'était quoi? Faut les... il y a plusieurs questions. Je pense qu'on... Donc, Donc là, ça semble ouvert maintenant. Donc, lorsqu'on a ce type de problème... des PI planning avec 75 features, ce qui nomme des épiques, eux, c'était les épiques Jira. Lorsqu'on a énormément de tensions, selon vous, quelle est votre recommandation? Est-ce qu'on devrait abolir le PMO et laisser les équipes s'auto-organiser? Est-ce qu'on devrait identifier les flux de valeur et les trains? Il y a peut-être un enjeu, finalement, de mauvaise organisation des trains si on se retrouve avec autant d'interdépendance et autant de features. Est-ce qu'on devrait engager des coachs agiles pour coacher les Scrum Masters et les PO? Ou bien est-ce qu'on devrait amorcer une réorganisation pour diminuer les coûts? Finalement, le vote est ouvert. Ouais. Vous avez une seule réponse. Bon. Donc, je vois que vous êtes des experts safe. Donc, effectivement, ce qu'on doit faire, c'est de revoir les flux de valeur, les chaînes de valeur, en value stream, flux de valeur, et on doit revoir les trains. Okay? Le symptôme d'avoir trop d'interdépendance, en général, c'est une mauvaise compréhension des flux de valeur de l'organisation. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est effectivement, on a fait l'identification des flux de valeur et des trains. Donc, on n'ira pas dans le détail de cet exercice, mais on démarre par comprendre le produit du client. Qu'est-ce que le client essaie de faire? Et souvent, c'est des choses évidentes, mais c'est les choses évidentes qui sont les plus dures à énoncer parfois. On essaie de faire des services de récupération, de papier, de carton à nos clients. Et là, on identifie les différentes étapes de ce flux de valeur opérationnel. On identifie l'ensemble des équipes et c'est là qu'on a identifié qu'on avait un train qui était plutôt associé au service pour les usines, pour les 90 usines, et on avait un train plutôt qu'on a appelé train centré client-employé, qui travaillait sur les applications web en amont et en aval pour les employés, pour les sites Internet employés, les sites Internet des fournisseurs externes, okay, et des usines. Alors, pour réaliser cette transformation, ce qui est le plus important, c'est de créer la coalition, donc l'équipe qui va faire la transformation.
Ici, l'équipe, c'est une équipe agile, hein, avec une mission, des responsabilités, des rôles, des cérémonies. Très, très important. Je pense que la clé du succès dans notre cas, c'est que notre product manager, c'est le VPTI. Notre product owner, c'est le directeur du PMO. Et on avait un Scrum Master également. Le rôle, en fait, des consultants qu'on a pris dans cette équipe-là, c'est vraiment des facilitateurs. C'est pas nous qui avons amené l'ensemble de la transformation. On était là vraiment pour les accompagner, faire des propositions. Ici, on a également déterminé, en fait, les responsabilités. Ça nous a aidé justement à déterminer les priorités que nous allions à faire. Et peut-être un élément important pour s'assurer qu'on avait la bonne équipe. On a fait justement une analyse des parties prenantes. Donc, quelles sont les parties prenantes de cette transformation? Et on s'est assuré que dans notre coalition, donc notre LACE, chacun des représentants soit connecté fortement avec nos parties prenantes. Comme ça nous permet d'avoir des ambassadeurs déjà dans chacun des différentes équipes ou en lien avec les départements. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Étienne? Donc on voit en vert, c'était les rôles clés. Donc, Mario, le au niveau PMO, c'était le PO de la transformation. Philippe, qui était un SPC interne, était le Scrum Master. Et Hugo, qui était le VP TI, IT, était le Product Manager de cette transformation. Donc, on voit que l'ensemble des parties prenantes, CIO, CEO, IBM aussi, les groupes de Scrum Master, la DRH, étaient tous bien couverts. Il n'y avait pas de trou dans la raquette, si on peut dire. Une autre clé de réussite, c'est vraiment la rigueur. Donc, on avait des rencontres à toutes les semaines. On fonctionnait en Kanban, même un peu Scrumban, parce que je m'assurais qu'on fasse une démo, en fait, des différentes activités qu'on avait dans le Kanban. Comme ça, le PO était en mesure de valider ou de justement dire non, vous allez retravailler cet élément-là. Alors, voilà pour le LACE. Et donc, la première équipe agile qu'on a déployée, c'est le LACE. C'était vraiment une équipe agile. C'était la toute première. Et on a démarré la transformation comme ça. Alors ensuite, je me rappellerai toujours au PI, il y avait 250 personnes et mon client me demande, « Émilie, peux-tu faire une activité et faire participer les gens? » J'avais 10 minutes pour trouver l'activité. J'ai fait, oh là là, il me dit, Émilie, tu sais, ce serait bien de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je me suis dit, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi on ne le tourne pas au positif? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à tous les gens d'émettre leurs souhaits pour cette transformation-là. Donc, vraiment, le souhait, ça amène un élément positif. Donc, tous les gens ont écrit des post-it, sont allés les poser sur le mur des souhaits. On l'a appelé comme ça. Et en fait, par la suite, je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que j'ai fait avec ça. C'est important aussi, quand on fait une transformation, de bien cadrer la vision. Donc, on avait une vision qu'on a inscrite ici, et également des objectifs. Qu'est-ce qu'on voulait atteindre par cette transformation? Donc, ça a été présenté à l'ensemble des trains qui étaient au départ quand on a commencé notre transformation. Je continue. Alors, ensuite, déployer la vision, la stratégie. Alors, quand on a fait l'activité de Value Stream, on a identifié 2 trains. Alors, ce qui était le plus important, c'est notre atelier de travail qu'on a fait avec ça. Donc, on a commencé par identifier le management du train. Donc, quand je parle de trio gagnant, là, c'est vraiment le Release Team, le RTE, en fait, le System Architect, le Product Manager. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens dans l'équipe qui ils voyaient dans ce rôle-là. Alors, comme vous pouvez voir dans la photo, on a fait ensuite un dot voting. Et par la suite, pour ce qui est du management des trains, on le fait quand même valider par notre product manager, qui était notre VPTI. On a également identifié qui qui on voyait dans le rôle de Scrum Master et de PO. Alors, ça, c'est une activité très importante. Et ensuite, on a même commencé avec eux à déterminer justement la mission, vision des trains. Donc, je continue. Alors, communiquer. Surcommuniquer.
C'est pas parce qu'on envoie un mail qu'on communique que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'on a commencé en temps de COVID. En temps de COVID, un courriel, on ne pouvait pas faire de réunion non plus en personne. Donc, on a vraiment fait un plan de communication avec des rencontres, des conférences téléphoniques, en fait, des conférences vidéo, pardon, pour s'assurer qu'il y ait une interaction, que les gens puissent poser des questions en direct. Avec ce que j'ai fait avec les souhaits, je les ai toutes lus. Je les ai mis dans des thématiques qui sont devenues nos principes directeurs. Ça, c'est important parce qu'en fait, la demande vient de l'ensemble des employés. Donc, ce qu'on a fait avec ça, par exemple, l'équipe multidisciplinaire, à chaque fois qu'on faisait une activité dans notre LACE reliée à ça, mais on leur montrait, bien, voici l'avancement de notre transformation en lien avec ce que vous nous avez demandé. Par exemple, ils nous ont demandé de faire mieux définir les rôles et responsabilités. Entre autres, ça vient avec la formation. Justement, intégrer des opérations des équipes agiles. Alors, on s'est assuré que les gens des opérations fassent partie des équipes agiles. Donc, vraiment, à chaque fois qu'on faisait une activité, on le reliait aux thématiques qui venaient d'eux-mêmes. Alors, former les collaborateurs, c'est très important de pouvoir, justement, si on donne un nouveau rôle, de comprendre qu'est-ce que c'est puis comment tu vas faire ton travail. Donc, c'est important de les rendre autonomes. On a commencé, évidemment, par Leading Safe. Donc, Leading Safe, c'était vraiment pour ceux qui avaient été identifiés dans le management du train, les SM et les PO. Par la suite, on a fait un sondage auprès d'eux. Ils se voyaient dans quel rôle. Donc ça a vraiment permis aux gens de se sentir impliqués, d'avoir un sentiment de contrôle sur, excellent, sur leur futur. Alors, je vais avancer plus rapidement. La COVID arrive. Alors, du jour au lendemain, je me souviendrai toujours du 13 mars, on avait déjà planifié plein de formations. On a dû les transférer en mode distance du jour au lendemain. Beaucoup de travail, tout est possible pour moi. Ce n'était pas une raison d'arrêter, ni pour Cascade. Donc, on a continué, on a mis la pédale dans le fond pour la transformation. Et les gens avaient aussi Team, ce qui nous a aidés grandement. Prochaine question, on l'a fait, on ne la fait pas? Oui, donc prochaine question, on va la faire ici. Donc, c'était comment on réorganise les équipes? Est-ce que le management décide de l'entière réorganisation ou bien on facilite l'auto-organisation des équipes et des trains? On ne donne aucune direction, on attend que l'organisation se fasse d'elle-même. Et oui, donc c'est unanime. C'est ce qu'on a fait. On est content d'avoir choisi votre recommandation. Donc, on a fait de l'auto-organisation avec les 200 personnes du train. Oui, en fait, rapidement, le management était plus ou moins ouvert à l'idée parce que, bon, comment les gens vont décider dans quelle équipe ils vont. Mais en fait, ça a très bien fonctionné. On a pris les couples de Scrum Master et PO ensemble. Ils ont défini les différentes compétences qu'ils avaient besoin, leur mission. Ils ont fait comme un marketing de leur équipe et ensuite, on a fait un sondage. Chaque personne pouvait choisir dans quelle équipe il voulait aller. Le résultat est quand même assez extraordinaire. 73% premier choix et on avait 3 choix. Alors, 95% des gens ont été dans leur équipe souhaitée. C'est sûr qu'il y a eu une activité de négociation pour certaines personnes, mais les gens étaient très satisfaits de leur rôle. 89%, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est possible. Prochaine question. Qu'est-ce qu'on fait avec l'organigramme hiérarchique? Est-ce qu'on ne touche pas à l'organisation hiérarchique? Parce que là, on vient de créer des nouvelles équipes. On modifie l'organisation hiérarchique avec celle des trains. Ou bien on abolit la hiérarchie, on la remplace par celle des trains? C'est une question importante de la conduite du changement dans une transformation safe. C'est une question très importante. Donc, ici, c'est un piège. Okay? C'est un piège. On ne touche pas à l'organisation hiérarchique. Okay? Dans une transformation safe, on va utiliser ce qu'on appelle le dual organization, l'organisation duelle.
on va dire finalement, les trains, c'est l'organisation liée sur la valeur. D'accord? Et la hiérarchie, c'est tout ce qui est là pour stabiliser la fonction, stabiliser les rôles, les responsabilités, les salaires, les tâches RH. Donc, on peut aisément réorganiser l'organisation sur la valeur, l'organisation organisée sur la valeur, si on peut dire, mais on ne touche pas au modèle, à l'organisation organisée sur la fonction. Ce qui permet de créer des changements sans douleur, parce que les gens gardent leur titre, gardent même, dans le contexte de Cascade, gardaient même leur superviseur. Et tout ça a évolué par la suite. Et là, le défi qu'on doit gérer, c'est... Le défi qu'on doit gérer, je vais le dire rapidement, c'est de dire, une personne peut être Scrum Master quand il travaille dans l'organisation organisée sur la valeur, et il peut être aussi superviseur quand il travaille quand il est organisé sur la fonction. Et quels sont ses différents rôles et responsabilités? Okay? Donc, il faut vraiment bien décrire le rôle et responsabilités de chaque modèle organisationnel. Donc, on a créé des environnements de travail axés sur le COVID, sur le digital. On avait Teams. Safe Collaborate a été utilisé beaucoup. C'est fourni avec les certifications Safe. On a rajouté PIPlanning.io pour faciliter les PI Planning. Et Jira Align était la plateforme que Cascade avait choisie pour déployer Safe. Par la suite, évidemment, on a des coachs qui nous ont accompagnés pour faire la transformation, qui ont vraiment travaillé, on pourrait dire, les deux mains dans le cambouis, dans la cale, avec les équipes, avec les Scrum Masters, les PO, les RTE. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a terminé notre travail? Est-ce qu'on peut dire finalement qu'on a terminé? Oui ou non? Bon, la réponse est facile, c'est non. OK? On n'a pas terminé notre travail. Pourquoi? Parce que le défi, c'est de considérer qu'on réussit une transformation seulement si on a déployé les tâches, les process d'agilité. OK? Donc, on considère, on dit, le process devient le proxy du résultat. Et on arrête de regarder pour les résultats métiers. Et donc, on se complaît dans la mise en place de l'agilité sans se connecter sur le métier. Donc, se connecter sur les résultats métiers, c'est l'objectif du LPM, notamment de s'assurer que la stratégie est bien exécutée par les trains, la stratégie métier. Donc, lorsqu'on a fait la première version de cette présentation, notre cible pour 2021, qu'on a réalisé en 2021, c'était de s'assurer qu'on passait d'une gouvernance projet à produit, qu'on finance les flux de valeur et non les projets, et qu'on mette en place une gouvernance du Flow Framework. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, on a commencé à mesurer quand même les résultats en utilisant le Business Agility Assessment, mais aussi certains sondages internes. Et on est arrivé à démontrer, après 1 an de déploiement Safe, qu'on avait réussi à augmenter la mobilisation des employés de 10 points, de 75 à 85 selon un sondage assez connu au Canada qui s'appelle le sondage Ion Hewitt, qui est fait tous les 4 ans. Et donc, Cascade a réussi à aller chercher un 85 de mobilisation des équipes sur les trains. On a augmenté la qualité en diminuant drastiquement les bugs et on a continué à améliorer les bugs. Et on a réussi à accélérer les livraisons, le time to market, en diminuant drastiquement notamment les temps de délai pour les mises en production. Et on a amélioré aussi la qualité des livrables, la productivité des livrables. Donc, Mario Sylvain, qui était le lead de la transformation, m'a dit cette phrase en fin de parcours que la roue agile est maintenant partie. Il n'avait pas réalisé à quel point que le système allait continuer à s'améliorer.
Donc, avec les INSPE Canada et les rétrospectives d'itération, il se rendait compte finalement que les problèmes allaient se régler au bon niveau et que le système allait s'améliorer au bon niveau, que lui-même pouvait maintenant partir en vacances. C'était sa grande découverte, que l'avenir était réconfortant. Et voilà, c'est terminé. Merci. Donc, ce soir, à 16h15, je vais vous parler de la suite de cette transformation qui a été la mise en place du LPM et du Value Stream Management. OK. Est-ce que vous avez des questions? Merci Étienne, merci Émilie pour cette magnifique présentation. Nous rentrons dans la phase des questions-réponses. Avons-nous des questions dans la salle? Merci, j'arrive. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question par rapport au volet humain. Quelle est la principale résistance que vous avez pu rencontrer? En fait, c'est au niveau des gens des opérations. Ils avaient peur de ne plus être capables de faire leur travail en faisant partie d'une équipe agile et de perdre de vue, par exemple, les risques, les priorités, les problématiques qui pouvaient arriver dans l'entreprise. Ça s'est bien fait. En fait, l'idée, c'est que dans notre LACE, on s'assurait d'avoir aussi les gens qui étaient peut-être moins ouverts à la transformation. Donc, ça permet vraiment de les impliquer, d'avoir tout de suite les résistances et de les adresser et d'y répondre. Est-ce que ça répond à votre question? On les a intégrés, en fait, les gens des opérations, et on s'est assuré de mesurer s'il y avait des problématiques ou pas. On a aussi nommé des leads. Donc, des leads, par exemple, un lead BI, on avait un lead opération, justement. Oui, un lead sécurité. Oui, ouais. Le lead sécurité. Donc, on a créé comme un rôle aussi pour s'assurer qu'ils puissent être les responsables de ce grand sujet et adresser les problématiques aux besoins. Et ce dont on parle, c'est qu'on a fait une transformation DevSecOps. C'était un des sujets. Donc, ça veut dire qu'on mettait les opérations et la sécurité à l'intérieur des équipes. Ce n'était pas quelque chose qui se passait après. Et donc, ça a créé beaucoup de résistance avec le directeur de sécurité et le directeur des opérations. Le directeur de sécurité, on lui a dit, vous avez raison, il faut absolument qu'on suive les anomalies. Et c'est devenu un KPI très important de suivi pendant la transformation. On s'assurait que c'était toujours là. La sécurité, on l'a mis comme lead sécurité et il participait à l'ensemble des réunions de gouvernance. Donc, il s'assurait que... Et on n'a pas complètement intégré ces équipes dans les équipes agiles. Merci. Nous avons une deuxième question dans le public. Ouais. Bonjour. Merci Bonjour. pour la conf, c'était sympa. Surtout l'accent et tout, j'adore. Vous avez parlé surtout du rôle hiérarchique et du rôle dans une agile team, par exemple. Mais ça, des fois, c'est pas compatible. Par exemple, si le Scrum Master, c'est aussi le manager de la team, ça, c'est quand même la grosse fausse bonne idée. Ouais. Donc, est-ce que vous avez eu ce genre de cas et comment vous l'avez géré? Parce que c'est souvent une erreur qui est faite. Oui, mais l'idée, c'est que si le manager, c'est le chef de la team, c'est qu'on a mergé, on a fusionné l'organigramme hiérarchique et l'organigramme de valeur. OK? Donc, on l'a mergé. Par contre, là, on ne l'a pas mergé. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on pouvait avoir quelqu'un qui était dans son autre vie, un superviseur, et qui avait une équipe à superviser qui ne faisait pas partie de son équipe. On avait ce cas où le superviseur devait accepter des congés de quelqu'un qui n'était pas dans son équipe réelle. Et donc, chez vous, il y avait des rôles, par exemple, un Scrum Master, il n'était pas à 100%. Il était à, je sais pas, comment que vous... Il était, je dirais, il était à 80%. Il y avait toujours des tâches d'administration. Il y avait des tâches d'administration qui étaient les tâches habituelles de l'organisation. Donc, il faut vraiment se mettre à la place. Cascade, c'est une organisation très traditionnelle. C'est des fabricants de papier. C'est des gens bruts, si on peut dire. Donc, eux, les employés de Cascade étaient là depuis 15 ans. Le
Tu rentres chez Cascade, tu finis chez Cascade. Okay? C'est une entreprise familiale. Un peu comme Michelin, à la limite. Hein? Je pense que c'est l'équivalent. C'est des entreprises avec une très forte identité. Donc, on ne pouvait pas tout changer. On a apporté l'agilité, mais on a gardé le deuxième modèle. Et peu à peu, le deuxième modèle est en train de se faire influencer par le premier. Okay? C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Je vais prendre une question en Oui. ligne et Oui. je reviens vers le public, si vous permettez. Lorsque, Émilie, vous avez présenté les 71 épiques, nous avons une question de Jason qui pose la suivante. Aurait-il fallu opérer cette transformation avant ce constat des 71 épiques? Bien, en fait, c'était plutôt un point de départ. Quand on est arrivé chez Cascade, ils avaient un projet d'amener, on appelait ça l'agilité 2.0, parce qu'ils l'avaient vécu pendant un an. Donc, c'est vraiment plus un point de départ, il y a un diagnostic. Alors, on est parti avec ça et puis c'est un constat, en fait. Les 71 épiques, c'est juste que ça dit qu'il y a une problématique. Donc, maintenant, on est à combien, je pense? Une vingtaine d'épiques, là, à peu près présentées par Pierre. Même quinzaine, oui. Même 15. C'est des features, oui. C'est Oui. une quinzaine de features. Donc, on a repris une transformation qui avait déjà été faite. C'est ça l'idée, là, la réponse courte. Une autre question? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Même en étant sachant, on apprend énormément. Sur la partie LACE, le schéma où les personnes du LACE en fait, ont besoin de connaître l'écosystème, c'est extrêmement intéressant. Comment vous faites quand tout l'écosystème n'est pas connu? Et la deuxième question, est-ce qu'à un moment donné, un LACE va avoir une vision sur plusieurs trains organisation? Et est-ce que ce LACE évolue pour garder ces mêmes interactions entre acteurs? Donc, le value stream, l'identification du flux de valeur a pour objectif de comprendre l'écosystème. Lorsqu'on revoit l'organisation sur sa livraison de valeur, on comprend l'ensemble des personnes qui sont engagées dans cette livraison de valeur. Je dirais au moins au niveau de la livraison. On dessine aussi le value stream opérationnel, donc on voit aussi l'ensemble des étapes. Donc, je répondrai à cette question comme ça. Oui, en fait, le LACE évolue. Un an après, parce que la grande mission de ce LACE-là, c'était de mettre en place les trains et les différents outils qu'on a vus. Donc, après un an, ils l'ont révisé. Même quand on est arrivé, ils en avaient un qui tenait plus ou moins la route. Donc, c'est une des premières étapes de le réviser. Et après ça, ça peut être aux ans. Parce qu'en fait, comme on avance dans la mise en place de l'agilité à l'échelle et des différents trains, mais les besoins évoluent également. Donc, les besoins des membres du LACE également. Donc, c'est à réviser, en fait. Première question, je voulais savoir C'est bon. Je voulais savoir si cette transformation a été faite en plein Covid. Si oui, c'est quoi les problématiques supplémentaires qui s'ajoutent avec le contexte Covid et télétravail pour la transformation? En fait, comme je l'ai mentionné, en mars, 13 mars, on avait débuté certaines activités, comme vous avez vu, avec des post-it. On avait fait une formation. En fait, le point clé, c'est qu'on a développé rapidement les formations en ligne. Cascade utilisait Team, déjà. Donc ça l'a aidé vraiment à traverser le mode COVID. Donc, vraiment, ils étaient très bien structurés. Le train était dans un team avec des canaux pour chacune des équipes. Donc, la communication passait bien. Et également, on a utilisé tous les outils qu'on avait pour travailler. Donc, ça n'a pas été... en fait, c'est une entreprise manufacturière qui est habituée d'être dans l'action. Donc, on trouve des solutions. On était vraiment dans ce modèle-là. Et le client n'a pas arrêté. On continue. Donc, ça a été un peu difficile. Parfois, je leur mentionnais, il faut faire attention aussi aux gens parce qu'ils vivent un stress personnel. Donc, quand, par exemple, on a fait notre premier PI en ligne, on s'est donné 2 fois plus de temps, par exemple. Les formations ou les activités, ce n'est pas une journée, c'est une demi-journée. On l'a essayé au début, la journée complète. Ça n'avait aucun sens et les gens étaient très fatigués. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de se donner le temps et les outils pour le faire. Je dirais peut-être aussi en plus, l'agilité, notamment SAFE, permet de mieux passer à travers le COVID parce que ça rend explicite les moments de réunion, les moments d'interaction. Donc, lorsqu'on fait un cycle en V, un projet cycle en V, les moments d'interaction sont
implicite. On se rencontre autour de la machine à café, on discute, on parle de table en table. Dans l'agilité, on structure beaucoup le cadre de travail. Donc, ça l'aide beaucoup à passer à travers justement ce monde virtuel du COVID. Bon, merci beaucoup déjà pour ce très beau Rex. Je voulais revenir sur un peu cette organisation en duo, enfin duel organisation, sur les ateliers qui ont permis la conduite du changement entre les personnes qui ont changé ce rôle entre ok, maintenant je suis Scrum Master, ou alors mes équipes sont parties là-bas, je ne sais même plus ce qu'ils font pour faire mes entretiens annuels, etc. Donc je pense que ça a été peut-être compliqué pour ces personnes-là. Comment vous avez conduit un peu ce changement avec ces personnes-là? Comment ils ont appris ce nouveau rôle et comment ils ont conjugué avec leur ancien? En fait, ce qu'on a fait, c'est que quand les Scrum Masters, les PO ont été déterminés, ceux qu'on savait qui n'allaient plus l'être, on les a rencontrés en personne. Donc, on avait les membres du LACE avaient une liste de personnes à rencontrer. On s'assurait d'informer leur gestionnaire, par exemple. C'est important de prendre le temps de faire ça, surtout dans les changements de rôle. On identifiait des gens qui étaient product manager, mais qui allaient plus être product manager, puis on savait qu'il y avait un certain standing par rapport à leur rôle. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment des rencontres en personne, expliquer le pourquoi. Puis on a aussi on a fait des rencontres sur les rôles, expliquer vraiment clairement les rôles, parce qu'ils avaient pris un mauvais pli depuis l'année d'avant. Donc, vraiment, focaliser sur les rôles. On avait également dans notre LACE une représentante RH. Donc, ils ont vraiment fait des ateliers aussi pour les superviseurs, pour le leadership. C'est quoi être un leader quand on travaille en mode agile? Donc, ça a été les activités qu'on a faites. C'est sûr que ça a continué par la suite. On a aussi valorisé des rôles qui étaient vus comme, par exemple, une secrétaire. C'était le Scrum Master, c'était vu comme la secrétaire. Donc, on leur a plutôt dit, le Scrum Master, c'est la clé dans l'équipe. On a valorisé des rôles pour que les gens prennent ces rôles avec fierté. On a valorisé le rôle de PO aussi. Parce que tout le monde voulait être product manager et personne ne voulait être PO. On ne veut pas travailler dans la cave avec les équipes. On a valorisé le rôle de PO. Et là, tout d'un coup, les gens qui devenaient PO, c'était les nouveaux PO. Et c'était des gens importants. Les PM, on leur a dit exactement c'est quoi le rôle PM. C'est pas non plus être chef de tout le monde. C'est un autre type de responsabilité. Donc, on a donné le juste ton pour l'ensemble des rôles. Merci Étienne, merci Émilie, merci à l'ensemble des participants. N'oubliez pas de donner un feedback. Le rôti express est à la porte. Je n'ai peut-être pas enlevé ceux d'hier, mais c'est pas grave. Je vais regarder. Du coup, offrez un feedback à Étienne et Émilie sur ce que vous avez pensé de la session. Et je vous invite, pour celles et ceux qui souhaitent aller à une autre conférence, de changer de salle, si vous le souhaitez. Merci à tous les deux. Merci.